Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, le départ d'un Français, Jean-François Clairvoy, dans l'espace à bord de la navette Atlantis. Nous retrouverons en direct de Floride la première spationaute française qui, elle, participera à une mission franco-russe au printemps 96. Claudie André Deshaies nous livrera ses impressions sur ce décollage. L'arrestation au Maroc de l'ancien compagnon de Jacques Messrine, François Besse, cet après-midi à Tanger. La deuxième journée du procès des assassins présumés de Chapour Bakhtiar. Un plan de bataille pour lutter contre les infections contractées dans les hôpitaux. 10 000 personnes en meurent chaque année. Et puis également dans ce journal, un invité exceptionnel, l'ancien président de l'Union soviétique, M. Mikhail Gorbatchev, bonsoir, qui répondra dans une vingtaine de minutes aux questions de Jean-Luc Manet. 4 petites minutes de retard, puis un décollage absolument parfait. 9 ans après Patrick Baudry, un Français, Jean-François Clairvoy, a donc depuis 18 h ce soir la tête dans les étoiles. La navette Atlantis va effectuer une mission de 11 jours. Patrice Pellet. C'est bon signe. Pour cette 66e mission, le soleil brille sur le centre spatial. 16h56, à la minute près, ce qui est assez rare, Atlantis décolle. À bord, sanglés dans leur siège, les 6 cœurs des cosmonautes se mettent à battre un peu plus fort. Celui de Jean-François Clairvoy, cosmonaute français, ne fait pas exception à la règle. Pour cette mission, il sera le représentant de l'agence spatiale européenne. L'équipage d'Atlantis le voilà, au moment de l'embarquement, 4 heures avant le départ. Clairvoy est en dernière position, il salue de la main. Dans l'espace, il aura une lourde responsabilité. De la soute d'Atlantis, il devra extraire une plateforme de près de 4 tonnes. Elle servira à étudier les gaz atmosphériques autour de la Terre. 8 jours plus tard, Clairvoy devra alors récupérer l'instrument pour le replacer exactement au même endroit dans la soute de la navette. La couche d'ozone, l'énergie solaire, le cycle du Soleil, pour l'équipage pendant 10 jours, le travail ne va pas manquer à bord d'Atlantis. Atlantis, qui dès son retour sur Terre sera modifié. En mai prochain, Russes et Américains se serreront la main dans l'espace au moment où précisément Atlantis s'arrimera à la station Mir. Parmi les observateurs attentifs de ce départ de la navette Atlantis, Claudie André Deshaies, que nous retrouvons en direct de Cap Canaveral. Bonjour, il fait encore jour en Floride, en plein milieu de journée. Vous serez dans 1 an et demi la première Française à partir dans l'espace dans le cadre d'une mission franco-russe. Et vous avez assisté aujourd'hui en quelque sorte à votre premier décollage? C'est ça, j'ai eu la chance aujourd'hui de voir partir pour la première fois cette navette spatiale Atlantis. Et nous sommes vraiment très fiers et très heureux que tout soit si bien déroulé pour Jean-François. Nous le suivons maintenant pour le déroulement scientifique de son programme, de cette mission. Et Jean-François est maintenant un cosmonaute européen puisqu'il représente l'ESA dans cette mission. Mais il était avec nous un cosmonaute sélectionné par le CNES en 1985 et c'est donc avec encore plus d'émotion que nous participons à son vol aujourd'hui. Et sur un plan personnel, madame, vous vous êtes sentie émue en vous projetant peut-être 1 an et demi plus tard, en 96, lorsque vous serez dans la navette? Oui, tout à fait. Ému à double titre parce que donc avec Jean-François, nous avons déjà partagé de nombreux moments ensemble à nous préparer. Et puis ému aussi parce que la prochaine personne française qui sera dans l'espace, ce sera moi au cours de cette mission Cassiopée en juin 96, avec un système différent puisque ce sera à bord du système Soyouz pour rejoindre la station Mir. Donc un type de lancement qui est bien sûr différent de celui de la navette aujourd'hui. Mais là encore... Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné À la beauté du spectacle. Je crois que c'était vraiment très très fort de voir cette navette s'élever dans un ciel magnifique. Il fait un temps superbe aujourd'hui en Floride. Et puis un départ qui s'est très bien passé dans les temps voulus. Et ça, c'était vraiment superbe. Et puis tous les amis qui étaient là pour encourager Jean-François à réaliser cette mission. Ça nous touche toujours beaucoup, ça nous fait toujours vibrer de voir cette participation dans les vols habités. Nous espérons qu'il y aura encore beaucoup d'autres opportunités pour voir voler des Français, des Européens et d'autres cosmonautes dans un environnement tout à fait international maintenant pour le futur. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage donc en direct de la Floride, de Cap Canaveral pour le lancement d'Atlantis. Merci beaucoup madame. Nous reparlerons bien évidemment de la mission Cassiopée qui est prévue pour le mois de mai 1996. Et puisque nous sommes la tête dans les étoiles, l'image de la dernière éclipse du siècle sur le continent sud-américain, une éclipse totale.
qui a duré 2 à 3 minutes. La Bolivie, le Pérou et le nord du Chili notamment se sont retrouvés complètement plongés dans le noir. En France, il faudra attendre 2026 pour pouvoir observer la prochaine éclipse totale. Le bilan de l'incendie et des inondations d'hier en Égypte, il devient apocalyptique. Plus de 513 morts autour de la ville de Dronka, qui se trouve près d'Assiout, en Haute-Égypte donc. Les témoins de l'explosion parlent d'un véritable nuage, un peu comme du napalm, qui se serait abattu en quelques minutes sur les habitations. Thierry Curté. C'est tout ce qui reste de la petite ville de 5000 habitants. 36 heures après la catastrophe, les pompiers éteignent encore les incendies. Mais il ne reste plus rien, la ville est calcinée. Tout a commencé par des pluies diluviennes. Dronka et la Moyenne-Égypte n'ont pas connu pareilles inondations depuis 1914. Des pluies qui emportent une partie de cette voie ferrée hier matin et qui provoquent le déraillement de ce train. À bord, il y avait du pétrole, de l'essence, pour un dépôt de carburant tout proche. L'explosion qui s'ensuit éventre les cuves de ce dépôt. 15 000 tonnes de pétrole enflammées. Et le pétrole, la boule de feu, va courir sur l'eau qui inonde à cet instant la ville. C'est un véritable brasier. La fin du monde, raconte un survivant. Des pompiers qui arrivent sur place avec difficulté. Ils ont l'impression de pénétrer dans une ville bombardée. Le dépôt de carburant est construit dans la proximité immédiate de la ville. Les victimes sont principalement des personnes âgées, des enfants qui n'ont pu fuir assez vite l'incendie qui courait sur l'eau. Le bilan, 513 morts, ne peut être que provisoire. Si ce soir l'incendie est sous contrôle, de nombreuses victimes sont encore sous les gravats de leur maison, d'autres, secourus, sont gravement brûlés et décéderont probablement dans les prochaines heures. En Algérie, plusieurs centaines de personnes et une émotion considérable pour les obsèques des 5 enfants tués mardi dans un cimetière près de Mostaganem. Une bombe avait explosé au moment où ces enfants des scouts participaient à une cérémonie anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance. Et puis au Proche-Orient, illustration des difficultés que rencontre Yasser Arafat pour contrôler les territoires autonomes. Lors des obsèques d'un militant proche des intégristes palestiniens, il a été hué par des milliers de personnes et a été obligé de s'enfuir. Une véritable humiliation que nous raconte notre correspondant Charles Anderlin. Le corps d'Aniel Abed est conduit à la mosquée Al-Omari à Gaza. Près de 2000 militants islamistes scandent « C'est ça taper Arafat, des arrestations, des meurtres. Écoute Arafat, nous n'avons pas peur. » Et le président palestinien fait une apparition inopinée. Quelques rares applaudissements vite couverts par les cris « Arafat dehors ». Jamais il n'a été accueilli ainsi par une foule palestinienne. Le ton a encore monté entre l'OLP et les intégristes. Aujourd'hui, seule une pluie torrentielle a permis d'empêcher l'affrontement. À Gaza, on est persuadé que ce sont les services israéliens qui ont commis l'attentat au cours duquel Aniel Abed a perdu la vie. Le Hamas et le djihad islamique promettent une riposte. Aujourd'hui, nous enterrons Annie. Demain, ce seront Ahmad, Mustapha, Ibrahim. La foule scande « Vengeance, vengeance ». Rabin doit préparer sa tombe et son cercueil, dit le cheikh Abdallah Shami, en annonçant que son organisation frappera très bientôt. En Israël, les forces de sécurité sont en état d'alerte. Une dernière information en provenance de l'étranger, un détournement d'avion sur une ligne intérieure norvégienne. Les 2 pirates de l'air sont des Bosniaques. Ils ont obligé le pilote à se poser sur un petit aéroport à 80 km d'Oslo, la capitale. Apparemment, ils exigeraient l'envoi d'une aide humanitaire en Bosnie, notamment à Sarajevo. 83 personnes se trouvent à bord de cet appareil qui est toujours immobilisé donc à l'heure qu'il est sur ce petit aéroport. Depuis 10 ans, on avait complètement perdu sa trace. L'ancien lieutenant de Jacques Messrine, François Besse, a été arrêté aujourd'hui au Maroc, à Tanger. 3 mois de traque ont été nécessaires entre la France, l'Espagne et le Maroc. Le portrait de François Besse signé Valérie Gagé. On ne lui a pas laissé la moindre chance. Ce fut un crime plus froid que la guillotine à l'aube. C'est ainsi que François Besse commenta la mort de Jacques Messrine, son ami, abattu en plein Paris par la brigade anti-gang. Les 2 hommes se sont rencontrés 1 an plus tôt à la prison de la Santé à Paris. Messrine le flambeur et Besse le discret sympathisent. Le 7 mai 78, ils s'évadent ensemble.
Pendant 4 mois, ils partagent la même cavale, les mêmes hold-up, puis ils se séparent. En mars 1979, François Besse est arrêté en Belgique. Au cours d'une audience à Bruxelles, il réussit l'évasion la plus mémorable de toute sa carrière. Saisissant une arme qu'un complice a fixée sous le banc du tribunal, il prend un magistrat en otage, puis s'enfuit à nouveau. Pour son avocat de l'époque, Besse est un bandit d'honneur. Quand moi je l'ai connu, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis 15 ans, François Besse n'avait pas de sang sur les mains. C'est important. Ce qui lui était reproché, c'était des choses évidemment délictueuses ou criminelles au sens légal du mot, mais ce n'était pas un tueur. Depuis sa première arrestation en 1971, le petit François, comme l'appelait Mesrine, s'est évadé 6 fois. Les rumeurs le disaient mort, il n'était que dans sa plus longue cavale. Voilà 11 années qu'il se cache, que l'on n'a pas vu son visage. Besse a aujourd'hui 50 ans. La deuxième journée d'audience au procès des assassins présumés de Chapour Bakhtiar. Vous le savez, jusqu'au jour du verdict, les 3 Iraniens présents dans le box sont présumés innocents. Une deuxième journée consacrée à la personnalité des accusés et un débat assez douloureux pour la famille de Chapour Bakhtiar. Dominique Verdeillan et Éric Delagneau. Le fils de Chapour Bakhtiar le sait, il doit s'apprêter à tout entendre de l'autre côté de la barre. Ainsi ce soir, Ali Vakilirad se redit sympathisant de Chapour Bakhtiar. C'est depuis le début de l'instruction le système de défense de l'homme que Guy Bakhtiar regarde avec distance. Pas vraiment de l'animosité, il m'est indifférent à la limite. Enfin, ça peut évoluer, hein, je garantis rien. Zenial Saradi, accusé d'avoir exfiltré les meurtriers en Suisse, travaillait à l'ambassade d'Iran à Berne. L'homme, âgé de 28 ans, se raconte sans conviction. Saradi parle comme un fonctionnaire. Je suis musulman, je respecte et j'aime le régime de la République islamique. Pour Massoud Endi, il y eut avant et après la révolution islamique. Avant, il fut un opposant du Shah. Après, il fut directeur de la télévision iranienne à Paris. En 86, il fera 11 mois de prison en Iran pour espionnage. Face à un sourire dubitatif de la partie civile, il rétorque en français « Je comprends la famille. Ils ont face à eux un barbu, musulman, chiite, terroriste, mais je n'y suis pour rien. » Mais l'on apprend surtout qu'en 82, Endi était présent comme journaliste au procès d'Anis Nakache, auteur de la première tentative d'assassinat contre Chapour Bakhtiar. Et le ton devient alors plus virulent. Durant les 33 jours, dit-il, où Chapour Bakhtiar a été au pouvoir, il y a eu 5000 morts en Iran. Depuis Paris, il a organisé un coup d'État contre Téhéran. Durant le conflit Iran-Irak, il a collaboré avec Saddam Hussein. En 82, lors du procès d'Anis Nakache, pour avoir tenu de tels propos, Endi a été expulsé 3 fois par le président de la cour d'assises. 12 ans plus tard, le même homme est dans le box. Puis toujours au chapitre judiciaire devant le tribunal de La Rochelle, le procès d'une histoire particulièrement sordide, celle d'un policier qui s'était volontairement mutilé pour faire envoyer en prison un sans domicile fixe. À La Rochelle, le reportage de Jérôme Laurent. Sur le banc des accusés, l'imposant Michel Cadoré, sous-brigadier à La Rochelle, surnommé le Marseillais par les SDF de la ville qu'il avait l'habitude de poursuivre avec un zèle particulier. Le 29 septembre dernier, il se blessait volontairement avec le couteau d'un SDF qu'il venait d'interpeller. Il voulait, selon ses propres termes, le mettre définitivement au trou. Pour cette agression imaginaire, Jérôme Buisson, sans domicile fixe, avait été condamné à 1 an de prison ferme. Aujourd'hui, il se retrouvait pour la première fois de sa vie partie civile. J'espère que la justice montrera qu'il n'y a pas 2 poids 2 mesures et que justement la justice est valable pour tout le monde, même quand on est un peu de justice ou qu'on soit marginal. Et que c'est pas avec un policier qui fait sa propre loi, mais qui est là pour servir la justice et pas pour faire la justice. Ces actes, le sous-brigadier les met sur le compte de l'énervement. On a beau être des policiers, on est des êtres humains avant tout. Tout était monté, je ne pouvais plus faire marche arrière. C'est ce jeune auxiliaire de police, Cyril Creuse, 19 ans, qui après avoir soutenu les déclarations du sous-brigadier, retournera son témoignage en faveur du SDF. Et quand le président du tribunal demande à Michel Cadoré comment il a pu convaincre le jeune appelé de cautionner son faux témoignage, le policier, les mains derrière le dos, presque au garde à vous, répond: en 22 ans de police, on s'aperçoit que les témoins, on peut leur faire dire n'importe quoi. Le procureur de la République a requis 1 an d'emprisonnement avec une période de sursis à définir et 5 ans de privation des droits civiques. Commentaire des SDF présents dans la salle, il va enfin goûter à la gamelle. Et Jérôme Laurent me signale à l'instant que le policier vient d'être condamné à 2 années de prison, dont une avec sursis. Les conducteurs de bus de la RATP ont mis fin à leur grève. Elle durait depuis jeudi dernier après l'agression à la seringue d'un agent en Seine-Saint-Denis.
Ces seringues sont en vente libre dans les pharmacies depuis 1988. Et après les avoir utilisées, les toxicomanes les jettent un peu n'importe où. Et aujourd'hui, les services chargés de les ramasser sont complètement débordés. Reportage de Valérie Gagé et Daniel Lévy. C'est une petite cour cachée du 18e arrondissement. Un dépotoir cerné par des logements insalubres et des squats où vivent des enfants. 2 fois par semaine, les désinfecteurs de la ville de Paris viennent y faire une étrange cueillette. Équipés de gants et de combinaisons, armés de pinces, ils récupèrent les seringues jetées par les toxicomanes. Qu'ils se piquent ici ou dans les caves, tous laissent leurs déchets sur place. Certaines seringues contiennent encore un peu de sang. Dans cette courette, la récolte est toujours fructueuse. En moins d'un quart d'heure, les 2 hommes ont ramassé plus de 150 seringues. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur d'intervenir certaines fois? Quelquefois oui quand même. Hein. Il y a des endroits où on arrive où par exemple les gens sont en train de se piquer, puis on ne sait jamais comment ils peuvent réagir. Donc on a peu d'inquiétude mais pas vraiment peur. Il faut quand même faire attention et dire que vous n'êtes pas de la police, vous venez justement pour ramasser des seringues et empêcher que des enfants ou autres personnes puissent s'en servir ou être contaminés. Depuis 1988, toutes les seringues récupérées sont emmenées au laboratoire d'hygiène de la ville de Paris. Là, les conteneurs subissent un traitement particulier. Ils passent dans un autoclave, sorte de stérilisateur qui détruit toute trace de vie microbienne. Après cette décontamination, qui est une précaution supplémentaire, les seringues seront incinérées. Depuis le début de l'année, plus de 15 000 seringues ont déjà été ramassées sur la voie publique et près de 150 000 ont été collectées par Médecins du Monde grâce au programme d'échange de seringues. Ces chiffres, en augmentation constante, ne sont pas forcément alarmants. On nous signale les cas d'enfants qui ont trouvé des seringues sur la voie publique ou qui se sont piqués avec les aiguilles. Effectivement, il y a 2-3 ans, le nombre d'accidents était assez élevé, une quarantaine par an. En revanche, pour l'année 1994, grâce à ce programme systématique de récupération des seringues, le nombre d'accidents a nettement diminué puisqu'il n'a été que de 4 cette année. Les zones où la prostitution est importante sont les plus touchées, mais à Paris, on trouve des seringues dans tous les quartiers. Les services municipaux interviennent parfois à la demande d'habitants qui en ont trouvé. Même si le risque de contamination par le virus du sida ou de l'hépatite C est infime, mieux vaut ne jamais manipuler soi-même une seringue usagée. Un autre plan de bataille vient d'être mis en place, cette fois contre les infections hospitalières. C'est un problème extrêmement grave. 10 000 personnes en meurent chaque année en France et les solutions préconisées sont paradoxalement déroutantes de simplicité. L'enquête de Jean-Daniel Flézaquier et Arnaud Le Goff. Partout, ils sont partout, invisibles mais agressifs, résistants à tous les antibiotiques, logés bien au chaud au creux des mains, de ces mains qui vont manipuler des sondes, des tuyaux et des cathéters. Eux, ce sont des microbes, des germes qui n'attendent qu'une chose, entrer dans l'organisme des malades hospitalisés, et ils en tuent ainsi 10 000 par an. Et pourtant, la moitié de ces morts pourraient être évitées grâce à un remède très simple, fait à base d'eau, à base de savon et aussi de serviettes en papier jetables. Un remède que l'on connaît depuis 100 ans qui s'appelle l'hygiène, tout simplement. Lorsque l'on dit au personnel soignant, aux médecins, que le geste le plus important, ou un des plus importants, pour prévenir les infections acquises à l'hôpital, c'est le simple lavage des mains, eh bien ce geste essentiel est un message qui passe assez difficilement. Infirmières et aides-soignantes ont compris le message. Les médecins, eux, ont quelques difficultés à l'intégrer, et pour cause. Il n'y a pas d'enseignement de l'hygiène pour les étudiants en médecine. Et ça vous semble être une lacune? Certainement, de plus en plus. L'hygiène, c'est un état d'esprit, mais c'est aussi l'utilisation de matériel à usage unique. Plus cher, mais plus sûr. C'est parfois aussi un investissement un peu curieux, comme dans ces balais à réservoir. Des balais qu'on utilise avec une serpillière par chambre, des balais qu'on passe sans jamais les soulever, qui valent 1800 francs chacun. C'est cher? Oui, certes, mais beaucoup moins cher que certains traitements antibiotiques. Un zeste de politique intérieure maintenant avec la rencontre mensuelle entre 2 candidats potentiels à la prochaine élection présidentielle. Jacques Delors, encore pour quelques semaines président de la Commission européenne, a été reçu par Édouard Balladur à l'hôtel Matignon. Puis il s'est rendu devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale où il n'a officiellement été question que de l'Europe. Jacques Delors et Édouard Balladur qui sont au coude à coude dans le dernier sondage pour l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Au deuxième tour, ils obtiendraient tous les deux 50% des suffrages. En revanche, Jacques Delors battrait Jacques Chirac, 54%
contre 46%. Une grande première à la Cité du Vatican. Toutes les religions du monde représentées pour une assemblée exceptionnelle. Des chrétiens bien sûr, des bouddhistes, des hindouistes, des musulmans, des juifs. Jean-Paul II les a exhortés à ne jamais utiliser la religion comme source de conflit. Le pape qui sera en Sicile à partir de demain, sa première visite, depuis qu'il a lancé un défi à la mafia. Un défi presque impossible tant la mafia est implantée dans l'île, on la craint. Parfois même, on la respecte. Reportage à Catane de notre correspondant en Italie, Alain de Chalvron. Catane vit avec l'Etna comme Naples avec le Vésuve. La ville porte encore les stigmates de cette coulée de lave qui, il y a 300 ans, la détruisit en grande partie pour s'arrêter à plus de 2 km au large. Mais le volcan n'est pas le seul fléau de la capitale de la Sicile orientale. Le principal fléau de la ville s'appelle aujourd'hui mafia, cette Cosa Nostra qui l'a mise en coupe réglée. La mafia, ce n'est pas chez nous une organisation criminelle tout court, mais une organisation criminelle qui enveloppe tous les pouvoirs, ici à Catane. 8 familles mafieuses se partagent les différents quartiers de la ville. La principale est Santa Paola, couleur jaune et or, qui règne sur le centre. Drogue, usure, recyclage de l'argent sale et surtout raquettes, véritable impôt payé par les commerçants. Comme partout, c'est la misère, le chômage qui favorise l'entreprise criminelle qui sert de terrain à Cosa Nostra. Si on ne trouve pas de travail, on doit aller vers la mafia. On renforce la mafia. 32% de chômage à Catane, record d'Italie. Rien d'étonnant dès lors que dans ces banlieues misérables et délabrées qui entourent la ville, la mafia recrute sans problème, parfois de très jeunes garçons. En Catane, on dit que sont suffisants 200 000 lire pour tuer un homme. Et souvent, le killer a moins de 18 ans. Courageusement, des prêtres ont choisi de vivre dans ces quartiers et de mener une lutte ouverte contre la mafia. Mais ils se heurtent souvent à de grandes difficultés. Ici domine l'organisation mafieuse. Ici, rien ne se fait sans elle, sans sa permission. Pour les gens d'ici, la mafia est celle qui te donne à manger. Et tu n'as pas peur de qui te donne à manger. De fait, le principal obstacle auquel se heurtent ceux qui luttent contre la mafia, Église en tête, ce sont bien les mentalités. Invité exceptionnel de ce journal, maintenant, M. Mikhail Gorbatchev, qui est de retour en France pour une visite privée en compagnie de son épouse. L'ancien président soviétique a déjeuné tout à l'heure avec François Mitterrand à l'Élysée. Leur dernière rencontre datée d'il y a 1 an et demi, à la Pentecôte 1993. M. Gorbatchev qui a accepté de répondre à notre invitation donc, et que nous retrouvons en direct aux côtés de Jean-Luc Manot. Bonsoir. Bonsoir, M. Gorbatchev. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu en France pour inaugurer une association, la Croix Verte, qui s'occupe d'écologie et dont vous êtes le président à l'échelle internationale. On a envie de vous demander, compte tenu de ce qui vient de se passer dans le grand nord de la Russie, si ce n'est pas d'abord dans votre pays qu'il faut travailler et si ce n'est pas d'abord de là que viennent les plus grands risques. Je pense qu'il faut faire tout. Et ce malheur qui nous frappe, il est au seuil de l'Europe. C'est un problème qui est un problème pour le monde entier. Il y a les problèmes qui se posent en Amazonie, dans les régions méditerranéennes. Le Jourdain ne suffit pas à alimenter en eau tous les riverains de ce fleuve. Il y a beaucoup de problèmes aussi en Russie. Ce sont les forêts sibériennes, ce sont aussi les problèmes de la Volga, du Baïkal. C'est le rejet de pollution dans l'atmosphère. Et en fait, il y a aussi une contribution importante dans la détérioration de l'environnement, qui est la pollution due à l'industrie, par exemple, de l'Amérique. En fait, nous avons tous contribué à polluer la nature et il y a des endroits où le problème est plus grave, en particulier en Russie, mais c'est un problème qui nous touche tous et c'est à nous tous qu'il faut
La plupart des techniciens disent également qu'il y a un grand risque qui vient des centrales nucléaires de l'ex-Union soviétique. Est-ce que nous sommes, selon vos informations, sous le risque permanent d'un nouveau Tchernobyl? Et si oui, que faut-il faire? Que peut-on faire? Я бы приветствовал, чтобы Je pense qu'il faut réexaminer le rôle de l'agence atomique, parce qu'apparemment, dans un avenir prévisible, on ne va pas pouvoir se passer de l'énergie atomique. On peut dire qu'en France, au Japon, l'énergie nucléaire couvre 60 à 70% des besoins en énergie. D'autre part, il y a des centrales qui sont sûres et il y a des technologies qui sont moins sûres et qui nécessite des mesures. Donc, dans un premier pas, une première des choses à faire, c'est d'assurer la sûreté de toutes les centrales qui existent et qui sont en fonctionnement, où qu'elles se trouvent. Et là, je pense que tous les pays ont besoin de l'aide occidentale. Ça ne touche pas seulement la Russie, mais nous savons maintenant les conséquences de Tchernobyl. Et c'est un accident qui n'a touché qu'une seule des tranches de Tchernobyl. Alors, autre question d'actualité, la paix a du mal, c'est le moins qu'on puisse dire, à s'installer dans l'ex-Yougoslavie. Vous avez des sympathies pour les Serbes. Est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer de contribuer à les ramener à la raison et sur le chemin de la paix? Vous savez, je ne dirais pas que je suis plutôt sympathisant d'une des parties et non pas d'une autre. Je pense que ce que vous avez dit à mon sujet, je pense que vous avez trahi ce qui se fait en Europe, c'est-à-dire que certains sont plutôt partisans des uns, d'autres sont partisans des autres. Et en fait, il faut que nous soyons tous préoccupés. Il faut voir que les uns et les autres sont des Européens et il ne faut pas que nous cherchions à dire que les uns sont nos amis et d'autres sont des amis qui sont moins proches. Et en fait, ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui nous arrive à nous, Européens. Il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Il ne faut pas dire que les Serbes sont plus chers à mon cœur qu'ils le sont pour vous. Je ne pense pas que ce soit le cas pour vous. Je ne suis pas moins préoccupé par le sort des Croates. Ce sont des gens, ce sont des Européens, ce sont des voisins immédiats pour nous. Je pense que nous avons commis beaucoup d'erreurs dans le conflit yougoslave et il faut en tirer les conséquences. Nous n'avons pas donné la possibilité aux Yougoslaves de négocier entre eux, de s'asseoir à une table de négociation. Et quand les Croates ont déclaré qu'ils voulaient une souveraineté, il fallait qu'ils commencent à négocier alors. Et là, ils auraient pu éventuellement trouver une autre voie. Vous vous en souviendrez, probablement. Les pays occidentaux, mais surtout les pays occidentaux, ont fait la course à la reconnaissance. Qui reconnaîtrait le plus tôt la Slovénie et la Croatie et qui les admettrait à l'Organisation des Nations Unies? Ça n'était pas ce qu'il fallait faire. Il faut voir les actions préventives que l'on pouvait entreprendre. Est-ce qu'on peut discuter avec des gens qui parlent de purification ethnique? Vous savez, quand les passions arrivent à un tel paroxysme, quand les villes sont détruites, quand les gens sont anéantis, vous pouvez entendre des expressions qui sont tout à fait invraisemblables. Et là, les hommes politiques doivent avoir le sang-froid et le cœur qu'il faut pour ne pas céder à la tentation de considérer que tel politique ou tel pays est un pays assoiffé de sang. C'est là qu'il faut calmer le jeu, qu'il faut installer les parties à une table de négociation. En fait, il ne faut pas s'amener à augmenter le conflit. Il faut qu'il y ait un processus politique, il faut qu'il y ait des négociations. Par des bombardements, nous ne réussirons à rien faire. Est-ce que cet exemple de ce qui se passe en ex-Yougoslavie vous inquiète pour ce qui pourrait se passer et ce qui se passe un peu dans l'ex-Union soviétique? Est-ce que nous sommes à la veille d'un éclatement de tensions internationales?
Je pense qu'il faut bien voir qu'avec la sortie de la guerre froide, ce sont des problèmes nouveaux qui surgissent à la surface. D'une part, il y a des processus d'intégration, de rapprochement, ça se voit objectivement, et d'un autre côté, même avec l'accord autrichien, on voit aussi qu'il y a des craintes de voir des voix contre Maastricht. Et d'ailleurs, on a pu voir en France aussi des gens qui étaient contre le processus d'intégration européenne de Maastricht. En fait, ce n'est pas seulement l'intégration qui est indispensable, qui nous permette d'augmenter le rendement économique d'un pays, mais il faut aussi s'unir sous de nouvelles formes d'intégration. Il faut se souvenir qu'il y a des peuples, il y a des cultures, il y a des histoires, et il faut avoir un respect pour cette culture, cette histoire. Ce n'est pas une intégration qui puisse amener à réduire la multiplicité culturelle. Et en fait, toutes les cultures se stimulent les unes les autres. Chaque peuple enrichit ses voisins. Il faut comprendre ça. Il faut qu'il y ait des principes qui soient des principes d'une démocratie largement comprise, et aussi dans les relations internationales. Monsieur le Président, dans 6 jours, nous allons fêter le 5e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Est-ce que quand vous regardez ces 5 années, est-ce que l'évolution à l'est de l'Europe vous a surpris, ou est-ce que c'était finalement assez conforme à ce que vous avez pu imaginer à l'époque? Non, je dirais que c'est un processus extrêmement complexe. Si vous parlez du problème allemand, je ne pensais pas que cela allait évoluer aussi vite, mais ça c'est l'histoire. Ce sont des phénomènes d'accélération qui font que les événements nous dépassent, on n'arrive pas à les suivre. Mais on a pu sortir le monde de la guerre froide. Nous étions sur le point de signer une charte. Il y a eu la charte de Paris qui a été signée. Nous avons déjà commencé à détruire des armements nucléaires. Nous avons pu maîtriser un certain nombre de situations qui étaient extrêmement dangereuses. En fait, les attitudes en Russie, en France, étaient extrêmement différentes. Au début, nous pensions qu'en Allemagne même, d'ailleurs, on pensait qu'il y aurait un rapprochement lent, progressif, et qu'il y aurait une fédération, etc. Mais les Allemands ont décidé de faire les choses beaucoup plus vite. Ils ont supprimé les murs. Et que devaient faire les politiciens? Ils devaient se rendre compte, ils devaient respecter la volonté du peuple allemand. Et là, nous avons été amenés à revoir nos conceptions. Et il y a eu beaucoup de choses qui nous ont surprises, que nous n'attendions pas. Il y a eu beaucoup de nuits blanches. Est-ce que ce qui se passe en Russie vous surprend? Vous avez parlé de risque de dictature. On a compris que vous pensiez que M. Yeltsin avait une âme de dictateur. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? C'était votre pensée? Je ne veux pas affirmer que Yeltsin a une âme de dictateur, encore qu'il ait certains plaisirs à s'imaginer dans le rôle d'un tsar. Mais en fait, ce qui survient dans notre pays, même sous Yeltsin, contient des menaces de dictature et de totalitarisme. En fait, en Russie, on parle beaucoup trop de ce que tout ce qui nous arrive, c'est en fait la faute de la démocratie. Il nous faut un Pinochet, qui soit un Pinochet russe. Mais ça, c'est des erreurs, c'est une panique. En fait, ce sont les gens qui se croient d'un démocratisme d'un niveau plus élevé. Et j'ai eu à faire une lettre ouverte à la population, à l'opinion russe, pour dire que même si on prend l'ensemble de ce qui se produit en Russie, ce n'est pas parce que nous avons trop de démocratie, mais parce que nous n'avons pas assez de démocratie, pas assez de démocratie authentique. Et si nous voulons sauver les réformes, si nous voulons conserver cette orientation démocratique, il faut défendre la démocratie. Bien souvent, on dit la Russie, c'est un peuple qui n'est pas prêt à la démocratie, et bien qu'ils s'entretuent s'ils ne savent faire que ça. C'est une attitude que je ne comprends pas chez les hommes politiques occidentaux qui, en fait, ont
considérer que les événements sanglants d'octobre de l'année dernière étaient une défense de la démocratie. En fait, cela n'est pas le cas. En fait, c'est le premier parlement libre de Russie qui essuyait le feu des obus. Monsieur Gorbatchev, l'un des journalistes russes qui était le plus proche de vous, Monsieur Yegor Yakovlev, vient d'écrire dans un journal russe que Monsieur Yeltsin buvait trop. La presse américaine a écrit, après son voyage, qu'elle avait des doutes sur sa capacité à gouverner. Est-ce que vous partagez ces doutes? Je pense que les choses sont à ce point évidentes que je n'ai pas besoin de faire de commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt un homme du passé qui a joué un rôle historique important, ou est-ce que vous vivez comme un homme d'avenir? Est-ce que vous avez envie de revenir sur la scène politique? Et est-ce que vous serez candidat, c'est la question que tout le monde se pose, à la prochaine élection présidentielle en Russie? En une question, vous arrivez à poser toute une série de questions et vous voulez que je réponde très brièvement. C'est très difficile, mais enfin, je vais essayer de répondre quand même. Eh bien, non, je n'ai pas quitté la politique, je ne me suis pas enfoncé dans la taïga, je n'ai pas fui au désert. Je suis présent en politique russe et dans la politique du monde. Deuxième chose, est-ce que je serai candidat? Bien, je pense que la question principale, c'est il nous faut des élections parce que le régime est à un stade d'agonie. Il faut résoudre le problème parce que le régime est incapable de générer une nouvelle politique qui puisse sortir la Russie de la crise et qui puisse conserver les réformes démocratiques. Donc il nous faut des élections du président, du Parlement et des autorités locales. Et dès que les élections seront annoncées, je vous informerai de mes intentions. Bien, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci de nous avoir donné accordé cet entretien. Nous retrouvons tout de suite Étienne Lénart à Paris. Merci beaucoup. Un mot de littérature avec l'attribution du prix Femina aujourd'hui. Le jury a récompensé cette année Olivier Rollin. Ça n'est pas franchement une surprise. Il était favori pour son livre Port-Soudan, la longue quête d'un homme qui a appris la mort de l'un de ses amis. Le prix Femina étranger est revenu à l'écrivain britannique Rose Tréma. L'actualité sportive avec une triste journée pour les Français au tournoi de Bercy. Cédric Pioline battu, Lionel Roux abattu. Sur place, François Brabant. Ça va ? Petit bobo le matin. Là, je vais me faire soigner. L'après-midi, chagrin. Lionel Roux avait une drôle de main droite à sa conférence d'après-match. D'ailleurs, de match, il n'y en a pas eu, ou presque. Poignet bandé, Lionel Roux n'a jamais eu sa chance. Marc Rosset, le Suisse, n'a eu qu'à assurer le minimum et le tendon meurtri du Français a fait le reste. Mené 6-1, 3-0, Roux a arrêté les frais et un Français d'éliminé, 1. Et de 2 heures plus tard. Pourtant, Cédric Pioline s'est bien battu. Voici l'une des 5 balles de match qu'il a sauvées face à Michael Chang. Mais à la 6e balle de match, Pioline va craquer. Un cri dans le public, un revers dans les tribunes. Résultat, 2 Français sur 3 d'éliminés. À Bercy, les actions tricolores ont chuté. En attendant, Guy Forget. Et puis ce week-end, le départ très attendu de l'une des plus grandes courses à la voile, la Route du Rhum, la transatlantique en solitaire. C'est l'occasion tous les 4 ans pour les habitants de Saint-Malo de se replonger dans leur histoire et dans leur tradition. Dans l'air du large, Yannick Le Tranchant et Raymond Chapelain. Saint-Malo, la légende, elle en joue, elle en use même parfois. Souvenir d'épopée sur le Renard, le bateau de Surcouf. C'était le temps où l'on courait les mers pour combattre l'anglais et rapporter des trésors. Au large parfois, passé et présent se fondent et se confondent, chassés croisés, marines d'autrefois, bêtes de course d'aujourd'hui, chacun son époque, chacun son défi. La passion est la même, naviguer, aimer la mer. Sur le Renard on s'y croirait, le bois craque, les gréements grincent et les canons tonnent. C'est le dernier bateau en plus qui a coulé un anglais. C'est la reconstruction du dernier qui a coulé l'Alphéa, c'est le dernier corsaire, donc c'est Saint-Malo, cité corsaire,
Saint-Malo, quoi. Les plus jeunes, je vous les monte en l'air. La liberté est peut-être à ce prix, tout là-haut, dans la mâture, entre ciel et mer, dans les vergues et les huniers. Il y a toujours une part de rêve, on a tous rêvé d'être corsaire, quand on aime la mer, quand on aime les bateaux, on commence d'abord par là, quoi. Et vogue le navire pour remonter le temps. Saint-Malo est une cité rebelle, le drapeau malouin domine encore le drapeau français, tout un symbole. Ça rappelle un peu au Malouin le temps où nous étions une république, c'est-à-dire il y a bien longtemps. Mais maintenant, c'est devenu un petit peu un sujet effectivement anecdotique auquel les Malouins sont très attachés. Dans quelques jours, le renard escortera le temps du départ les concurrents de la 5e route du Rhum. Un petit bout de chemin sur les traces de Surcouf. Voilà la couleur du ciel de demain, dans un instant avec Sophie Davant, puis un point en route avec Valérie Maurice, vers 20h55, envoyé spécial de Paul Naon et Bernard Benjamin, à 22h45, Vivement Dimanche, le film de François Truffaut, et le dernier journal sera présenté par Rémi Roche aux environs d'1h moins 20. J'aurai un immense plaisir à vous retrouver demain soir à 20h, je vous souhaite une excellente soirée.